Alors ici, je viens de rejoindre Noël. Alors ici, on est sur la commune de Craonne, c'est ça? Oui, Craonne, oui. Craonne. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? On a eu, pendant la guerre 14-18, beaucoup de morts, beaucoup de dégâts. Oui. Un village rasé, c'est ça? Voilà. Et on est vraiment sur la ligne de front qui n'a pas bougé pratiquement pendant 3 années. Un petit peu comme tout le long du front. Hein. Le long du front, il y a eu des attaques de part et d'autre et puis des retours souvent aux lignes de départ. Pratiquement tout le long de la Première Guerre mondiale, jusqu'en juillet 18, le front n'a pas bougé. Et alors donc vous êtes agriculteur? éleveur, Vous étiez agriculteur, éleveur, oui. éleveur en retraite. Et donc on a une partie des terrains maintenant qui sont remis en culture. Voilà, et puis on a une zone rouge, Voilà. c'est ça? Voilà, là vous avez à gauche, vous avez une zone rouge, c'est-à-dire que vous allez voir, on aurait pu regarder, on regardera tout à l'heure, toutes les tranchées sont encore existantes, en dessous c'est miné, c'est que des souterrains. D'accord. Parce qu'en fin de compte, là on est ça n'a sur pas été remis en état, quoi. Ça n'a pas été remis en état. Et de ce côté-ci non plus, si vous voulez. Petit à petit, on a atténué, mais vous voyez, il y a encore tous les Ah d'accord, on voit les vallonnements. Tous les vallonnements comme ça, qui n'ont pas été. Ça n'a jamais été cultivé. Donc c'est de la prairie naturelle qui a été réenvahie par les mauvaises herbes, la nature. Et maintenant, on a une reconquête, si vous voulez, de la pâture sur le boisé, sur l'espace naturel, quoi. Mais on essaie de rester en espace naturel puisqu'on est en bio. Et alors les conséquences de la guerre se font encore sentir ici aujourd'hui. Alors quand je parle de la guerre 14-18, se font encore ressentir par ici. Vous aviez sur l'exploitation encore 30% qui n'étaient pas remis en état, voilà. C'est ça? Sur 80 hectares à peu près, on a à peu près 30% qui n'est pas remis en état, qui n'a jamais été cultivé, qui n'a jamais été remué, si vous voulez. Sauf par les obus, quoi. Sauf par les obus. Le problème maintenant, c'est que... Attention, on va prendre un bout de branche. En fin de compte, le problème, c'est maintenant, on se pose la question, moi je me suis posé la question, mais j'ai une double question, moi. Est-ce que je continue à remettre en état, c'est-à-dire effacer des traces d'un drame, et puis en dessous ces terres-là qui n'ont pas été remises en état, vous avez encore des corps, énormément de corps, bon, et énormément d'objets de la guerre. Oui. Munitions, comme objets, comme tire-bouchons, des choses comme ça, quoi. Grillages, barbelés, piquets, bon, tout ça. Ouais, on voit des tire-bouchons qui servaient pendant la guerre à délimiter. On passait des barbelés dedans, ils étaient enfoncés dans le sol. Pour éviter les attaques, quoi. Ouais. De part et d'autre, d'ailleurs. Hein. Il y avait les réseaux français et les réseaux allemands, quoi. Ici en particulier. Et donc, en fin de compte, là, je me pose j'ai deux questions, qui sont plutôt sentimentales et même philosophiques. Est-ce que j'ai le droit de continuer à remettre en état? C'est-à-dire parce que pour moi, ma génération, comme j'ai vécu avec les gens qui étaient vécus vers ici, est-ce qu'il faut effacer les traces, voilà. Ou laisser un lieu de mémoire voilà. Comme ça existe à différents endroits, voilà. à travers, à travers la région. Alors vous avez calculé, il y a quoi? Il y a 11 départements qui ont été concernés par ce front. Par le front, oui. Ça démarre nord, Pas-de-Calais. Ça démarre de Newport là-bas, en Belgique, hein. Et ça descend dans le Pas-de-Calais, la Somme, une partie de l'Oise, l'Aisne, la Marne, la Meuse, la Haute-Marne, la Marne d'ailleurs, jusqu'à Verdun là-bas si vous voulez. Après les Vosges, jusqu'au Jura. Bon, ouais, c'était toute une ligne, Linge, par exemple. Bon. Toute une ligne de front. Une ligne de front qui n'a pratiquement pas bougé pendant 3 ans. Lorsque ça s'est stabilisé au mois de septembre-octobre 1914, après ça n'a pratiquement pas bougé, sauf au moment des grandes attaques allemandes. C'est surtout les grandes attaques allemandes qu'il y a eu pendant 3 ans, mais qu'on a ramené à chaque fois presque à leur position de départ. Voyez. Et alors les conséquences qu'il y a encore maintenant alors, voilà, pour les animaux. Voilà, la deuxième raison, c'est on va peut-être s'arrêter une minute là parce qu'on a un beau paysage en plus. Voilà. Donc la Marne est là, hein, les Ardennes c'est là. Les Ardennes et la Marne. On est au carrefour de 3 départements. L'Aisne, les Ardennes à 15 km hein, et la Marne à une case 18 km. Donc on est vraiment là à cœur d'endroits bien particuliers, qui est aussi le cœur d'un endroit particulier pour la Première Guerre mondiale. C'est un nœud là particulier. Pourquoi? Parce que le front fait un S. Vous voyez, on ne voit pas aujourd'hui, mais on aperçoit Reims. Bon, enfin bref. Donc la deuxième raison que je disais de ne pas remettre en état, c'est que, d'ailleurs c'est une raison qui n'est plus trop valable maintenant, puisqu'on est passé avec des ovins, avec des élevages d'ovins. On a des moutons, et donc les moutons coupent l'herbe et ils ne l'arrachent pas. Moi j'avais des bovins, des vaches à lait. Et donc la caractéristique du bovin, vache à lait en particulier, c'est qu'ils arrachent l'herbe. Oui, il arrache l'herbe, il le prend, et donc vous aviez des morceaux de barbelés, voilà. C'est ça? Donc ici, il reste tous les réseaux de barbelés sont encore enfouis.
Parce Et donc qu'après ça la- remonte tout doucement alors. Oui, c'est ça le problème. Mais en plus, ils se dissolvent. Ils s'oxydent et se dissolvent. Donc quand vous avez un ovin qui... Les chevaux, on pourrait mettre des chevaux par exemple. Ça vous fait plaisir de Ça dire trie, non mais ça Les trie chevaux, c'est pas beaucoup pareil. plus. Et Ouais, puis ça coupe aussi les chevaux. ça coupe aussi, ouais. Donc là, les vaches, les ovins, les bovins, quand ils arrachent l'herbe pour l'avaler, quand c'est des conditions favorables, disons que c'est humide, ils arrachent de la terre avec. Et ils avalent des petits morceaux de barbelé. Et ces petits morceaux de barbelé-là créent un corps étranger. C'est-à-dire que dans la panse du bovin, le petit morceau de barbelé va tourner, et au bout d'un moment, il va se piquer dans les villosités de la panse, digestive de la panse, et petit à petit, il va percer la panse, il va revenir dans un circuit lymphatique qu'on dit, ou enfin un circuit physiologique, et il va aller jusqu'au cœur, piquer le cœur, ou des fois c'est une péritonite au niveau des intestins. Ouais, donc des conséquences mortelles, quoi. Ah oui, si on n'intervient pas. Ouais. Donc il y a des signes cliniques qui font que, quand on a l'habitude, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, même le véto me disait, comme des amis vétérinaires me disaient, de toute façon tu ne les sauveras pas toutes. Parce que moi je vous dis, il y en avait une ou deux ou trois par an qui étaient piquées pendant un moment. C'est-à-dire qui avalaient des barbelés. Donc il fallait que j'observe mes bêtes plus que les autres, si vous voulez. Parce que c'est pour ça le dimanche matin, souvent je venais les voir à cette heure-là à peu près, lorsqu'elles étaient reposées, et je les faisais lever, quoi. D'ailleurs, des gens me posaient la question, t'embêtes tout le monde, pourquoi tu fais ça? Pour vérifier C'est qu'elles parce que étaient... quand elles se lèvent, quand elles font un effort, quand elles sont piquées par un barbelé, vous avez les carotides qui se tendent, elle n'est pas bien. Elle est comme nous quand on a mal au ventre, quoi. Quand vous avez mal au ventre, vous n'êtes pas bien, quoi. Eh bien, elles ont un comportement un petit peu particulier, donc il faut l'observer. Et à ce moment-là, on se disait, oh, il y avait plusieurs maladies d'ailleurs, hein, notamment la pyroplasmose, mais c'est autre chose. Mais le barbelé, le corps étranger, il faut tout de suite intervenir. C'est-à-dire qu'il faut attraper votre bête et lui faire avaler un aimant. Ouais. Et donc on a fait avaler un aimant, et puis l'aimant, au bout d'un moment, tournant dans la panse, mais ça, si le petit morceau de barbelé a percé la panse, c'est trop tard. Donc il se colle à la panse, et avec les gros mouvements musculaires de la panse, hein, de brassage, parce qu'il y a les villosités, mais il y a des gros mouvements de brassage, l'aimant arrive à décrocher le petit morceau de barbelé. Et il finit dans la panse par une espèce de gang, un peu. Et il est efficace à peu près pendant 2 ans. Et moi j'ai eu des mères, deux fois, ils ont 2 aimants. Parce qu'au bout de 2 ans à peu près, l'aimant n'est plus efficace. Des fois moins, ça dépend des bêtes, hein, c'est la physiologie. Hein. Il faut réintervenir, quoi. Et sur les cultures, alors ça a des conséquences aussi. Quand vous travaillez les champs, ici vous pouvez remonter des obus encore, comme, comme par chez moi, Oui, on en remonte de temps en temps. On en remonte, moi j'en remonte encore beaucoup. Enfin moi ça se calme un peu là. Il y a eu des explosions dans le secteur? Oui, on ne va pas y aller parce on en a fait péter un il y a 1 an et demi à peu près. Et juste, il y a un gros chêne, là, juste au du gros chêne, à 75, qui était trop dangereux à bouger. D'accord. J'en ai entendu 14 ou 15 péter ici. Parce que sinon, ce qu'on fait, c'est on les prend, on les met d'un côté, on appelle le service de débinage, on leur dit voilà, c'est là, ils viennent le collecter régulièrement, quoi. Alors, et donc le chemin Edam, en fin de compte, ce sont une série de plateaux de 220 mètres de haut, découpés par 2 vallées, 2 rivières, l'Aisne et l'Ailette. D'accord. Et ces hauteurs-là ont été prises par les Allemands dès le début de la guerre, au mois de septembre. Ils s'y sont installés. Et la caractéristique, c'est que le sous-sol est sous-sol calcaire. Et donc ils ont fait des tranchées. Il y a énormément de creutes. D'accord. De grottes, si vous voulez. Où on a extrait des pierres, des carrières de pierres pour construire les cathédrales du coin. Ah oui, c'était déjà existant avant. Voilà, et les villages. D'accord. Donc en s'installant sur le plateau, sur ce plateau-là, les Allemands avaient une position de force, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'ils sont restés là. Ouais, forcément, en étant en hauteur, ils pouvaient mieux voir, j'allais dire, leurs ennemis, entre guillemets. Oui. Et ouais, donc ça fait forcément une présence. Regardez les trous qu'il y a. Et vous savez combien ils ont creusé? Non, c'était une descente régulière. Oui. Et ça, c'est des trous d'obus et des trous de tranchées. Vous savez, globalement, les soldats, côté français, hein, les poilus, combien ils ont creusé de kilomètres de tranchées? Ça, c'est à savoir. 2 fois le tour de la Terre. 75 000 kilomètres à la main. À la pelle. À la pelle, à la pioche. 75 000 kilomètres à la main. Alors quand on dit que les mecs, ils en avaient marre, vous voyez pas, presque 2 fois le tour de la Terre, les mecs, en 4 ans, ils ont creusé. N'a pas été détruite pendant la guerre. Vous voyez, un obus qui tombe sur un blocos, ça ne fait pas grand-chose. Alors celui-là n'a pas été détruit parce que le 18e ri de Pau
les Béarnais et les Basques n'ont pas voulu qu'on le détruise après la guerre. D'accord. Et c'est Ils ont encore... voulu le garder en mémoire, quoi. Ouais, parce que les soldats se sont mutinés, entre guillemets, n'étaient plus d'accord de mourir, de se faire sacrifier. Mourir pour rien. Pour rien, parce qu'il n'y avait rien qui avançait depuis des années, quoi. Voilà. Bah, et que tu vois pas avancer le reste de l'équipe, à mon avis, ça doit être... surtout que les conditions ne devaient pas être top, quoi. Et donc la laine sépare le front allemand ici, on est sur le front côté allemand, et le front de français est en bas. Donc imaginez les Français, la première tranchée au long des peupliers là-bas. Vous voyez, elle monte entre le vert clair et le vert foncé là-bas, vous voyez, et elle monte sur la crête jusqu'au trou du sergent-major. Voilà, là si c'est le front ici. D'accord, donc là-bas on avait les Français et ici on avait les Allemands. Ici les Français et après là, le front tourne. Vous voyez, il tourne comme ça et il va au nord de Reims et après il retourne vers Suippes, Verdun. Donc là ça fait un grand S. Il suit la géologie, c'est-à-dire qu'ici quand même on est très favorable. Ouais. Quand on est là-bas, c'est plus pareil. C'est quand même la guerre. Ouais. Et donc l'Aisne, la caractéristique de l'Aisne, c'est une rivière très très capricieuse. Elle déborde. Il y a des vieux paysans qui disent elle déborde des fois 12, 13, 14 fois par an. Donc ici, vous avez plein de noms de lieux-dits qui sont des noms de marais. Marais du Ployon, marais des Bois des Couleuvres, marais de la Val-Misère. Donc les soldats français se trouvaient en bas, parce qu'il y a quand même 180 mètres d'écart. Hein. Ils se retrouvaient en bas, souvent l'hiver dans la boue, dans tout comme ça. Donc j'ai eu des témoignages où les gars ils disent on avait de l'eau jusqu'au ventre. Et pourquoi? Donc moi l'exploitation elle part de là-bas, vous voyez les pâtures qu'on a vues, et elle fait tout le no man's land là, tout ce qui est là. Tout ce que vous voyez là, vous voyez les légumes sont là. Parce qu'on fait un roulement en bio, on fait un roulement 4-5 années, trèfle, luzerne, raiegras, voilà. Et après, là on a à peu près 6 hectares cultivés, avec les dos de serre, avec les serres en bas pour faire les tomates et tout ce qui est à protéger. Et puis après on tourne, vous voyez, d'abord c'était cultivé là, et quand on a laissé les moutons 4-5 ans, on retourne et on remet des légumes, quoi. D'accord, ouais. C'est un cycle comme ça qui est un peu plus long, quoi. Vous voyez, regardez, c'est comme ça, quoi. Partout, tout le plateau est comme ça. On a 800 hectares avec des trous, des bosses comme ça. Des morceaux de tranchées, vous voyez, là c'était une tranchée. Elle est belle, elle est encore entière, tu vois, celle-là. Et l'avantage d'avoir rencontré des gens qui ont passé par là, quoi, c'est qu'on fait la différence, comme vous disiez tout à l'heure, entre ce qui est littéraire, intellectuel et la réalité, quoi. Là, il vous explique vraiment, quoi. Comme on dit, les soldats étaient contents qu'elle était renouvelée dans la tranchée. Et là, il y a des bois, parce qu'entre les tranchées, les premières lignes, c'est 3 tranchées en fin de compte. Hein. Et sur la route, on voit encore, on a des coups du côté français. Et en fin de compte, quand ils seront en place, souvent c'est la nuit, les officiers, souvent les lieutenants, ça se fait par section, 40, 50 hommes. Hein. Les lieutenants se mettent d'accord en disant à minuit juste, vous rassemblez vos affaires et on va vous remplacer, quoi. Et moi, je pensais que tout le monde était... Enfin, ceux qui montaient, ils étaient tristes parce qu'ils allaient rester mais ceux qui descendaient, qui étaient contents, quoi. Et Julien me dit, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. On ne faisait que s'engueuler, quoi. Parce que, moi, je ne peux pas vous montrer là. Et après, j'ai compris. Mais il dit, t'as vu un boyau? T'en as plein de boyaux d'alimentation chez toi. Oui, parce que entre les tranchées principales, comme vous avez vu là, par exemple, vous avez des boyaux d'alimentation. C'est-à-dire que tous les 30 mètres, 40 mètres, vous avez un petit boyau, une tranchée beaucoup moins creuse, pour faire partir les soldats et faire venir les soldats. Mais il dit, on s'engueulait tout le temps. Parce que ceux qui montaient étaient contents, donc ils étaient un peu assez joviales, ceux qui n'avaient pas laissé leur peau. Ceux qui montaient et qui venaient en tranchée en première ligne, c'était autre chose, quoi. Et ils se bousculaient dans la tranchée, ils ne faisaient que s'engueuler, c'était très très difficile. Toutes les conditions de vie du soldat étaient très difficiles tout le temps, quoi. Faut pas croire, c'était terrible, quoi. Donc c'est ça, les conséquences de la Première Guerre mondiale, elles sont terribles, quoi, pour cette génération-là. Alors ici, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de séparer les agneaux des mères. D'accord. Là, c'est les enfants, alors. Non, il y a tout le monde, là. Il y a tout le monde. Ah, moi qui l'en ai déjà retiré, oui. Ben, il y en a 600, hein. D'accord. Il y a 280 mères et 320 agneaux. Ben, merci Noël pour cette jolie visite d'histoire. Ouais, rapide. Rapide. Ouais, on voit qu'il y a de l'histoire, on voit qu'il y a de la passion aussi dans la façon de la raconter en tout cas.